Que c'est sur CCTV. L'actualité ce matin, on va revenir sur ces comités de pilotage qui sera mis en place incessamment par le président de la République. Un comité qui veut le président de la République pour pouvoir booster, réajuster certains tirs en ce qui concerne les projets CAID. Vous allez vous souvenir de ces projets CAID, c'est-à-dire cellule d'analyse et d'investissement et développement en ce qui concerne les 145 territoires, les développements à la base. Félix Tshisekedi en fait son cheval des batailles, un peu comme le projet Prostan avec tous ces stades municipaux. Certains sont restés un peu inachevés depuis à l'époque de l'ancien premier ministre Augustin Matata Ponyo. On parle de plusieurs millions de dollars pour des territoires. C'est des projets en vue de la construction des immeubles, des constructions de bâtiments, des constructions des hôpitaux, des écoles, mais aussi les désenclavements des chefs-lieux des territoires vers les chefs-lieux des provinces. Un projet titanesque pour Félix Antoine Tshisekedi, mais qui date, je vous le rappelle, depuis l'époque Augustin Matata Ponyo Mapon. Les élus de l'Union sacrée de la nation renouvellent leur soutien et loyauté au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pendant que plusieurs d'entre eux étaient en réunion ou étaient allés voir celui qu'on appelle désormais les démissionnaires annoncés au poste du premier vice-président Jean-Marc Kabunda Kabound, les présidents des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale, membres de l'Union sacrée, ont fait une déclaration hier pour renouveler leur confiance, notamment au président de la République, encourager les forces armées de la République démocratique du Congo engagées dans les opérations militaires à l'Est contre les EDF, une manière peut-être pour les élus nationaux de faire un clin d'œil aux éléments de la garde républicaine qui est chargée d'assurer la sécurité et la protection du président, des membres de sa famille, ses invités et des marques et de leurs biens. On en parle tout à l'heure. Il s'agit là d'un désaveu qui ne dit pas son nom de Jean-Marc Kabound. On a annoncé plusieurs fois sur des tweets, sur des réseaux sociaux sa démission et peut-être les gens expliquaient cela, les retards par rapport aux 2 journées que nous avions connues de fériés. Est-ce qu'il va les matérialiser aujourd'hui? S'il ne les fait pas, est-ce qu'il y aura une machine parlementaire de l'Union sacrée? Lui-même a fait des confidences en Kassanji avant-hier pour dire qu'il a remarqué qu'il était en disgrâce. L'acte posé par les éléments de la garde républicaine était plus que vouloir sa mort. Heureusement pour lui qu'il n'était pas là et que la ligne rouge a été franchie. Il n'y a pas d'homme irremplaçable, il va certainement partir. Est-ce qu'il va pousser la logique jusqu'au bout ou bien il va vouloir chercher à garder ses immunités parlementaires et rester comme président pendant que déjà l'UDPS qui semble avoir mal géré cette situation, des déclarations qui ont été faites au siège de l'UDPS avant-hier pour désavouer Kabound. Est-ce qu'il sera à l'aise de rester président ad intérim du parti? Question de préserver ses immunités ou bien il va y aller séquentiellement, démissionner comme président ad intérim du parti et rester membre de l'UDPS, ce qui sous-entend qu'il va garder son mandat. Plusieurs scénarios sur ce plateau, on en parle. Bienvenue à vous, place au débat. Faustin, bonjour. Bonjour Serge. Ça me fait du plaisir moi-même quand j'ai fait des annonces comme ça. C'est un plaisir partagé évidemment. Vous savez, c'est comme si je suis dans un champ de bataille. C'est vrai qu'on fait un peu exception, on se retrouve un mardi. Bon, nous on a l'habitude de venir ici jeudi. Bon. Quand l'actualité l'oblige, on est bien obligé de se plier. Allez dans les groupes Econews, hein, l'info qui fait écho. Exactement. Il y a des spécialistes comme Yula en stickers, ils sont spécialistes là-bas. Bon, c'est normal, hein, c'est l'ambiance du groupe. Bon, ouais, évidemment. Tu en es membre. Bientôt, je vais intégrer Moussangana, comme ça, on va alimenter le débat. Allez. Bon, on discute un peu en responsable. Bon. Ah oui. Évidemment, c'est un groupe d'échange. On a voulu que ça soit un peu responsable. C'est vrai, quelquefois, il y a toujours, je mets entre guillemets, des brebis galeuses qui nous bombardent des stickers à tout moment. On a essayé un peu de recadrer. Je crois que tout le monde va maintenant revenir sur les droits. Béla Mbouye, passé champion de cette histoire. Voilà, exactement. Merci beaucoup à vous. Allez, je vous rassure que c'est parmi les meilleurs groupes dans les réseaux sociaux. Moi, j'appartiens à plus de 30-40 groupes, mais là, quand il y a des débats, parfois je laisse Bakoumania commenter, je vous laisse commenter. C'est grâce à vous, évidemment, aussi, hein, parce que tu en fais partie. Merci beaucoup, allez. Faustin Koudessela, puisque vous l'avez présenté déjà bien avant moi. Moïse Mokouba, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Hein. Merci. Ah, ça, c'est la tenue des révolutionnaires. Hein. Vous pensez à Mouzé ou vous pensez à Lumumba? Oui, bon, voilà, il y a eu une série
de journée fériée pour les héros nationaux. Je crois que c'est une manière de leur rendre hommage. Est-ce que jusqu'à quand, comme disait Cicéron, tandem, jusqu'à quand on va continuer à célébrer ces mythes? Oh, pourquoi pas, ils le méritent, hein, pour avoir donné de leur vie. Je voudrais parler personnellement ou particulièrement de Lumumba, c'est notre père de l'indépendance. C'est pas Kassavogo? Quoi ça? C'est un de notre père de l'indépendance. Donc voilà, quand vous prenez Lumumba, il est mort à quel âge? 36 ans, ça veut dire que ce sont des gens qui ont donné leur vie, ils ont sacrifié leur jeunesse pour ce pays. Je crois que jusqu'à l'éternité, pourquoi on ne peut pas le célébrer? Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des rues qui sont même baptisées Lumumba comme en Belgique. Et ne parlons pas des universités qui ont porté le nom de Lumumba. Et je crois que nous, on peut faire plus. Il y a des gens qui peuvent faire plus, mais qui ne sont peut-être pas prêts à donner de leur vie un peu pour le pays. Ah oui, mais ça... Mais c'est réclamant lumumbiste. Oui, vous savez... c'est un non-sens peut-être aujourd'hui se réclamer lumumbiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est parce qu'on appartient au même village que lui? On est du même village que Lumumba? On est de la même province que lui et qu'on est lumumbiste? C'est les idéaux, c'est les valeurs? Les idéaux, mais on ne voit pas beaucoup de ces gens qui se réclament lumumbistes mettre vraiment en application les idéaux de Lumumba. Ils sont plus affairistes. Oui, se battre pour que ces idéaux-là triomphent. Donc voilà, donc ce sont peut-être... Parce qu'ils n'ont peut-être pas, comme je le disais hier à kiosque, contextualisé ou tropicalisé un peu les combats par rapport à la donne internationale. Bon, vous savez, il faut peut-être se réclamer de tels pour qu'on fasse cas de vous. Je crois que c'est un peu ça. C'est juste faire du bruit autour de Lumumba. On attire l'attention, mais en réalité, on ne porte pas l'âme de Lumumba. Un nom peut-être politiquement commercial ou commerciable. C'est un fonds de commerce. Merci. Faustin Koudiachiala, Lumumbaville, un projet qui date depuis Joseph Kabila, qui avait institué d'abord la ville avec des communes, je crois. Mais aujourd'hui, le chef a fait le déplacement pour l'installation des autorités politico-administratives. Ça vaut son pesant d'or. Bon, Serge, moi, sur ce point, je pense... vous savez, on vient de célébrer les 61 ans de la mort de Lumumba. 21 ans de la mort de Musée. 21 ans de la mort de Musée, nos deux héros nationaux. Moi, je pense au-delà des effets d'annonce, je crois que ce qu'on devait enseigner, c'est beaucoup plus la pensée de Lumumba. Vous savez, immortaliser Lumumba par des édifices, par des villes, bon, c'est vrai que sur le plan symbolique, ça peut porter. Mais le plus important, j'ai réalisé dernièrement, on en a même débattu dans différents groupes, la dernière lettre de Lumumba à sa femme. Quand vous lisez cette lettre, vous allez vous rendre compte que dans la lettre, le mot dignité est repris à peu près 5 fois. C'est-à-dire à chaque paragraphe, Lumumba reprend toujours que non, il faut que les Congolais se battent pour retrouver leur dignité. Je crois que perpétuer la pensée de Lumumba, ce n'est pas en lui dédier à une ville, ce n'est pas en lui dédier à une école, ce n'est pas en lui dédier à un boulevard. Perpétuer la pensée de Lumumba, c'est en fait honorer sa mémoire. Et la meilleure manière d'honorer sa mémoire, c'est de véhiculer son message. Et nous, ici, on étudie Jeanne d'Arc, on étudie Napoléon. Exactement. Et le message de Lumumba, il y a des gens qui ont tenté de le porter comme musée. Il y a des gens qui ont tenté de le perpétuer à travers des actions politiques comme le Palou. Mais c'est vrai que par après, ils ont dû dévier parce que pour Lumumba, nous on sait qu'il est mort parce qu'il défendait l'intérêt de ce pays. Lumumba a été tué juste parce qu'il ne se retrouvait pas dans les calculs politiques de cette époque-là. Vous vous rappelez, dans les années 60, on était en pleine guerre froide. On dit qu'il n'avait pas fait la réelle politique, semble-t-il. Pas la réelle politique. Évidemment, chez nous, en fait, on dit, quand on vous dit que vous faites la réelle politique, c'est-à-dire, vous vous alignez exactement à ce que dit l'Occident. On prend un exemple beaucoup plus actuel, avec ce qui se passe au Mali, par exemple. Ah oui. Vous savez, on est en train de diaboliser la junte militaire qui est au Mali. C'est vrai qu'ils sont arrivés par des moyens incommodes, par un coup d'État, mais les messages qu'ils portent, c'est le message de toute l'Afrique. L'Afrique doit se libérer. Évidemment, quand vous êtes... Nous, ça nous fait un peu mal. Quand on se retrouve dans différents forums internationaux, on vous rappelle tout le temps que vous avez tout en Afrique, mais pourquoi vous ne savez pas les rationaliser? Et malheureusement, quand nos dirigeants politiques
tente de s'approprier notre destin, c'est évidemment l'Occident qui s'interpose. Mouzé a tenté de le faire. Quand Mouzé a dit ne pas trahir le Congo, c'est vrai que Mouzé est arrivé aussi dans les conditions que nous savons. Ah oui. Il y a eu l'AFDEL, c'était un conglomérat que lui-même a qualifié d'aventurier. Mais parce qu'il fallait bien atteindre l'objectif, on dit toujours que non, tout chemin mène à Rome. Bon, comme c'était le chemin approprié pour évincer la dictature de Mobutu, il a noué des alliances contre nature avec des Rwandais, avec des Ougandais, avec des Burundais, ainsi de suite. Mais comme l'objectif c'était de faire tomber Mobutu, Mobutu est tombé, mais Mouzé, par rapport, il s'est souvenu réellement, comme il s'est réclamé lumumbiste, il faut que je valorise cette pensée-là. Et la valorisation de la pensée de Lumumba, c'est pas, comme je le disais tantôt là, c'est pas en lui de dire une ville. Faudrait-il encore que cette ville soit reconstruite? Parce que Lumumba ville, c'est encore la bourse. Est-ce qu'on sait quand est-ce qu'on va la reconstruire? Moi, je continue à plaider pour qu'on commence, comme vous l'avez dit, à nous enseigner le Lumumba. Déjà à partir de la maternelle, pour qu'on sache exactement. Tu vois, dans notre pays, comme il n'y a pas, on n'organise pas un service militaire obligatoire pour des jeunes qui atteignent l'âge de la majorité. Je crois qu'il faut commencer par les bas âges. Ces pays-là, si on a été indépendant, il y a des gens qui ont porté le message de l'indépendance, comme les Kimbangu, oui, comme les Malula. Ce sont ces gens-là qu'on doit honorer. Et la meilleure façon d'honorer leur mémoire, c'est de véhiculer leur message, c'est d'enseigner leur philosophie, pour que nos enfants, dès les bas âges, connaissent que non, voilà, il y a quelqu'un qui est mort pour ce pays parce qu'il réclamait ceci. Allez, Faustin Koudiachiala, merci. Il ne faut pas attendre qu'on arrive juste au mois de janvier pour qu'on... des activités folkloriques, là. Pour qu'on nous impose des activités folkloriques avec des gerbes. J'ai juste passé hier sur la plage de l'échangeur. Juste après le départ des officiels, mais toutes les gerbes de fleurs s'étaient envolées. Donc si on doit se limiter seulement à fêter le Lumumba par rapport au dépôt de gerbes de fleurs, moi je crois que ça serait totalement déshonoré son combat. Très bien. Le Lumumba, moi j'étais une fois en Afrique du Sud, une anecdote. Je suis allé à Soweto parce que je ne devais pas faire l'Afrique du Sud, je n'étais pas allé voir la maison de Lumumba, de Mandela, à Moïse. J'ai dû payer 20 rangs pour accéder dans la parcelle de Mandela. Et je vous dis qu'il y avait des touristes, plus de 500. L'ami qui m'avait accompagné, il m'a dit, mais Serge, heureusement qu'on est là les jeudis, ici c'est les samedis, dimanches, on n'aurait pas eu l'accès. Mais chez nous, tu peux passer chez Lumumba là. Lumumba à côté ici. On ne sait même pas valoriser sa résidence, on ne sait rien. Même les sites, même dans les Haut-Katanga, les sites qu'on présente comme les lieux où il serait abattu là. Oui. Mais c'est un site qu'on devait valoriser. Bon, donc ce sont tout ça. En fait, dans notre pays, Serge, dans notre pays, il faut qu'on arrive à valoriser ce qui incarne les valeurs. Vous savez, il faut avoir des dirigeants qui incarnent aussi les valeurs. Vous savez, chez nous, vous et moi, bon, évidemment, vous êtes beaucoup moins âgés que moi, mais je prends l'exemple de Moïse Msangana. Tu vois, quand on nous a dit qu'il fallait étudier, on a eu des repères. Dans un pays, il y a toujours des repères. Généralement, quand on s'est dit non, je vais aller jusqu'à l'université, il y a des gens qui étaient devant nous qui nous servaient d'éclaireurs. On dit, bon, je voudrais être comme tel. Mais aujourd'hui, quels sont les repères de notre société là? Les gens qui réussissent, ce sont des gens qui sont partis de nulle part. Votre question de mère, merci beaucoup. Et ces gens-là, c'est pourquoi je disais, je chute par là, il faut qu'on arrive à enseigner aux nôtres ce qui porte de valeur. Merci beaucoup. Allez, je pense qu'on le fait déjà bien sur ce plateau. Hein. Voilà. Merci beaucoup à vous pour ce mot d'introduction. Vous parlez tout à l'heure de Lumumaville. Vous avez dit que c'est justement une brousse. Je pense que Lumumaville aujourd'hui serait aussi dans ces grands projets qu'on appelle CAID. Hein. Ça vous dit quelque chose? CAID, pour les téléspectateurs, c'est la cellule d'analyse, d'investissement et de développement. Ça rentre justement dans la droite ligne de ces projets de développement à la base des 145 territoires. On en parle de plus en plus. Hein. Bon, je voudrais juste apporter un petit rectificatif. En fait, CAID c'est une initiative qui a été lancée en 2015 avec Matata comme Premier ministre. En principe, CAID, c'est cellule d'appui ou cellule d'appui des indicateurs de développement. En fait, ce projet, CAID, est parti c'est-à-dire son fondement théorique. C'est-à-dire on a répertorié les 145 territoires. On s'est dit en fait, la meilleure façon de mettre en place un projet de développement, il faut qu'on parte de la base. Très bien. Parce que vous ne pouvez pas inverser la machine, c'est-à-dire vous partez du haut de la pyramide pour descendre par la suite sur la base. On s'est dit il faut que ce soit un développement intégré qui part de la base pour remonter juste au niveau du sommet. Et CAID, là, les cellules d'appui des indicateurs de développement, c'était justement pour répertorier
au niveau de tous les 145 territoires, quelles sont les priorités en termes de développement. Le besoin. Et quels sont les besoins en termes de développement. C'est une étude qui a été faite. Hein. Voilà, c'est une étude qui a été faite. Malheureusement, chez nous, vous savez, c'est ce que nous déplorons depuis toujours, Serge. Chez nous, en fait, vous savez, la notion de continuité de l'État reste une notion tout à fait abstraite et virtuelle. Ah oui. C'est-à-dire, quand quelqu'un arrive au pouvoir, on se dit non, quand il lance un projet, dès qu'il n'est plus, on se dit non, c'était son projet. Alors que c'est un projet de l'État. Vous savez, il y a des projets qui ont échoué. Je vais juste mettre une parenthèse. Il y a des projets qui ont échoué comme Bukangalo, heureusement que vous l'avez mentionné, parce que ce projet a été personnalisé. On se dit non, non, c'est un projet de Matata. Si bien que dès que Matata n'était plus là, ce projet a été mis de côté. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut que nous revenions dans cette notion de la continuité de l'État. C'est-à-dire quelqu'un qui est au pouvoir, quand il lance quelque chose, et celui qui va venir juste après lui, son successeur, il faut qu'il se dise que non, voilà, ce projet a été mis en place, non par rapport à un individu, mais c'est un projet de l'État. Mais il n'y a pas trop de différence entre Caïd et les... En fait, Caïd, le projet de développement de 145 territoires, c'est en fait le projet Caïd revu et corrigé. Voilà. Revu et corrigé. Et moi, je me félicite parce que, au moins, le chef de l'État a tiré des leçons de tout ce qu'il y a eu comme fiasco dans les projets antérieurs. Parce qu'aujourd'hui, au moins, on nous a présenté un comité de pilotage qui s'est réuni autour du président de la République, en impliquant les premiers ministres et les ministres sectoriels. Est-ce qu'il n'y a pas eu quand même de la contradiction, la machine devant ou la machine après? Parce que moi j'ai vu il y a 3 mois, si ma mémoire elle est bonne, les premiers ministres font les déplacements des Kenge avec les ministres d'État, ministre du Plan, Mwando, Christian, pour lancer ces projets. Et après, ils sont allés au Congo central, à Xongololo, je ne sais pas, la machine s'est arrêtée un peu. Mais c'est après le lancement qu'on présente les comités. Est-ce que c'est un projet présidentiel, c'est un projet de la campagne électorale, ou bien c'est un projet qui sera porté par le gouvernement? Bon, là, vous soulevez, Serge, une question fondamentale. Une question fondamentale parce qu'au-delà du projet de développement de 145 territoires, on sait qu'il y a des motivations politiques. Et vous l'avez même dit. Quand le Premier ministre est allé lancer le projet au niveau de Kenge, c'était un projet du gouvernement, initié par le gouvernement qui conduit justement la politique de la nation. Et après, la deuxième étape, c'était à Songololo. Évidemment, la présidence est intervenue par la suite, ou le président de la République, pour parler de lui comme institution. Il en a même parlé lors de son discours au Congrès. Pour parler de lui comme institution. En fait, je voudrais anticiper évidemment par rapport au débat. Il faut se mettre dans la place du président de la République. Jusque-là, il a 2 projets qui battent de l'aile. Il a commencé avec le projet de Sanjou. Ah oui. On sait comment ça s'est terminé. Et puis on a enchaîné avec le projet Chile-Gelou, dont il est allé constater les désastres dans le Grand Kassai. Non, les termes sont trop forts. Mais évidemment, c'est cela la réalité, évidemment. Moïse est en train de noter, là. On ne peut pas se voir la face devant des évidences. Moïse ne va pas me contredire. Bon, évidemment, c'est-à-dire le projet de développement de 145 jours, pour les chefs de l'État, c'est une aubaine. En fait, c'est comme si on devait utiliser le langage vulgaire. C'est comme sa prise de définition. C'est chaos. Voilà. C'est-à-dire, s'il réussit ce projet, il peut avoir un mot à dire en 2023. Parce que le projet de 145 territoires, ça couvre l'ensemble de la République démocratique du Congo. Ah oui. C'est pourquoi il essaie de mettre beaucoup plus de sérieux pour que ce projet réussisse. Parce qu'il y a plusieurs volets. Hein. Il y a infrastructure, il y a les routes, oui. Évidemment, tout y est. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit, moi je considère le projet de 145 territoires comme un projet de pré-campagne pour le chef de l'État. C'est-à-dire, tu vois, réussir des investissements, ne serait-ce que le minimum, dans 145 territoires, en termes de dividendes politiques, c'est déjà très important. Très bien. Merci. Et c'est pourquoi, déjà à l'espace, vous vous rappelez qu'à l'espace de 2 semaines, le chef a tenu 2 réunions autour de ce projet. La première réunion, c'était le 13, et la dernière réunion, c'était le dimanche ici. Ah oui. Où il a réuni le comité de pilotage. On annonce même une autre réunion au courant de cette semaine pour qu'on lance finalement. C'est pourquoi vous parlez de la charrue devant le bœuf, parce qu'on prévoit un autre lancement de ce projet de 145 territoires au courant de ce mois de janvier. C'est pourquoi j'ai dit en fait, le chef a saisi là-bas le bon, comme on dit, c'est un acteur politique. Dès qu'il voit qu'il y a une brèche à saisir, rien à voir avec, évidemment, on ne peut pas le lui interdire. Rien à voir avec un prétendu laxisme du Premier ministre ou l'inactivité ou l'inactivisme, je ne sais pas si ça s'est dit, du chef du gouvernement. Bon, évidemment,
évidemment, sur cette question-là, il y a à boire et à manger, Serge. Vous savez, on a toujours débattu de cette question. Le président de la République, c'est lui qui est élu, mais ce n'est pas lui qui gère. Parce que celui qui gère, c'est le chef du gouvernement. Parce que c'est une affaire de sous, Moïse Moussangana. C'est le Premier ministre. J'ai craint fort. Mais évidemment, les deux, bon, on craint, tout ce qu'il faut craindre, c'est qu'il n'y ait pas de télescopage entre le président et le Premier ministre quand il faudrait faire le bilan. Voilà, justement. Parce que qui en répondra? C'est-à-dire, nous sommes dans un pays où on vous dit 100 jours, on a détourné des millions. On vous dit, tu les jaloux, ça bat des lèvres. Mais on vous dit 145 territoires. J'ai craint fort qu'on se retrouve avec 132 territoires. Oh, on a volé encore d'autres territoires. Mais il ne fallait pas... Je ne sais pas si ce comité de pilotage sera sous la coordination de la présidence de la République ou bien on va laisser la main libre au Premier ministre de pouvoir contrôler et piloter ces comités. D'ailleurs, il y a un comité de pilotage, bien sûr, qui a été institué et dirigé par le ministre d'État, Christian Mondo. Peut-être que ça sera réajusté par l'équipe du président de la République. Ouais. Je crois qu'il faudrait faire un peu la part des choses, hein, parce que dans les 3 ans que va totaliser le président, parce que le 24 janvier prochain, il commence sa 4e année de pouvoir. Il faut distinguer 2 périodes. Une période où il était en coalition avec l'FCC et une période où il est réellement aux commandes. Et que les modes de gestion suivant ces périodes sont différentes. Très bien. Et vous devez savoir que le gouvernement, le premier gouvernement, le gouvernement Ilunga ne répondait pas vraiment du chef de l'État. Donc il y avait d'ailleurs 2 visions. Une vision du chef de l'État et une vision du... Un ministre qui refuse de faire appliquer une ordonnance présidentielle. On a voilà, donc il y a 2 visions qui sont entrées en contradiction flagrante, ce qui a justifié la mise sur pied. Ça a même plombé l'action gouvernementale. Ok, donc je crois qu'il faut arriver à distinguer les choses. Mais je pense que parler du projet du gouvernement, parler du projet du président de la République, dans cette période où le président de la République a pratiquement les manettes, toutes les manettes du pouvoir, ça revient tout de même. Parce que c'est le président qui préside le conseil des ministres. Donc, le Premier ministre ne peut pas commencer un projet si le président n'est pas au courant. Non. Donc voilà, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Ok. Il faut aussi saluer quelque chose, c'est quoi que les choses sont en train de rentrer dans le giron de la République. J'ai apprécié, après une réunion du comité qui pilote ce projet, j'ai suivi, je crois, le ministre Christian Mondo faire un compte rendu. J'ai senti que les choses rentraient dans le giron de la République. Donc, c'est-à-dire que vraiment, c'est la responsabilisation du gouvernement à travers ce ministère qui sont impliqués dans ce projet. Or, il y a 2 ans, ce n'était pas possible. Le Premier ministre avait sa vision, qui était la vision de sa famille politique, l'FCC. Vous aviez le président de la République qui avait sa vision. Donc pratiquement, il y a eu 2 gouvernements parallèles. Mais là, vous n'allez pas dire ça au peuple. Le peuple n'a pas besoin de ça. C'est une situation que vous, comme élite, vous avez présentée. Mais non, mais vous avez aussi, nous avons l'obligation d'expliquer au peuple comment nos institutions fonctionnent. Oui. Parce que nous avons un système semi-présidentiel qui, quand la majorité présidentielle ne coïncide pas avec la majorité parlementaire, nous sommes dans un carcan politico-institutionnel qui plombe l'État. Nous n'avons pas la maturité comme... en France ou ailleurs. Non, pas en France, comme en Allemagne, où parfois les 2 grands partis, s'il n'y a pas de majorité évidente, se mettent ensemble. Je crois que les 2 derniers mandats de Angela Merkel, il a dirigé avec son opposition. Donc ils ont formé une coalition qui a fait marcher l'Allemagne. Nous n'avons pas encore cette maturité politique pour faire des choses comme cela. Chez nous, c'est quoi? C'est... on veut être soi-même, on a des égos, on veut faire entendre ses égos, et on oublie la République. Donc il faut
expliquer aussi au peuple comment fonctionne la République, de telle manière que quand les gens vont aux élections, quand ils choisissent pour un président de la République, lui donner aussi la majorité. Il faut aussi lui donner la majorité, parce que s'il n'a pas de majorité, ça ne fonctionne pas, ça plombe. C'est ce que nous avons connu. Donc nous avons intérêt à expliquer ça au peuple, parce que c'est demain le peuple qui sera devant les urnes pour pouvoir choisir le nouveau dirigeant. Ok. Donc je disais que les choses sont en train de rentrer dans le giron de la République, ce qu'il faut saluer. Donc je pense que le président de la République ira jusqu'au bout, pour ne pas dire ce que les autres disent, qu'il doit libérer le gouvernement et que ces lieutenants, à travers la présidence de la République, doivent rentrer à leur préoccupation normale. Alors, donc de telle manière que il ne faudrait pas que ça donne l'image d'un dédoublement des structures qui ne dit pas son nom. Vous avez vu, au moins chaque ministère a un dédoublement au niveau de la présidence. On vous dit, il y a les ministères de la Santé, mais il y a encore la task force qui pilote, par exemple, les projets couverture santé universelle. Vous avez les ministères de l'Environnement, mais vous avez encore une task force de la présidence qui s'occupe des questions environnementales. Vous avez vu un conseiller de Félix qui nomme quelqu'un à la tête, je ne sais pas moi, d'un parc sans passer par les ministres. Mais vous vous savez, c'est pourquoi je parlais de maturité. Quand vous prenez le fonctionnement de l'Élysée, par exemple, vous allez voir que tous les conseillers, par exemple, du président Macron, sont impliqués dans l'action gouvernementale. Ils sont avec le ministre, mais ils n'apparaissent pas. Ce sont oui, c'est ce que j'ai dit. Ils sont impliqués dans l'action gouvernementale, mais ce ne sont pas des dans le suivi. Oui, dans l'exécution. Oui. Même dans la conception et consorts, ils sont là, mais ils n'apparaissent pas parce que ce ne sont pas des officiels. Mais ici, il y a un problème parce que tu sais que la notion du chef en Afrique, comme le dit le professeur sénégalais El Hadj Mbodj, c'est autour du chef. C'est le chef pris au sens traditionnel du mot, c'est sur l'incarnation de tous les pouvoirs et consorts. Et quand on est à côté du chef, on croit qu'on est plus important que les autres, les personnes qui sont dans d'autres institutions. Je crois que c'est une mentalité qu'il faut bannir. Et je pense que ce projet-là, parce que pour sa réussite, il faut vraiment une meilleure coordination, une meilleure harmonisation de vues entre les différents partis qui vont participer à cela. Très bien. Donc, voilà. Merci beaucoup à Moïse. Et il faut aussi dire qu'il y a aussi la population concernée qui doit s'impliquer aussi, parce que c'est ça aussi la gouvernance aussi. Donc la population gouvernance participative. Voilà. Merci à Moïse. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, je voulais juste compléter ou réagir par rapport à un point que Moïse a souligné. C'est sur les mandats du chef de l'État qu'il a répartis en 2 tranches. La première tranche, c'est la tranche de 2 ans avec la coalition, et les 3 autres qui lui restent avec l'Union sacrée qu'il a formée. Moi, je voudrais dire un mot sur ce point-là. Vous savez, notre constitution, telle qu'elle a été rédigée, on ne peut jamais diriger seul, on ne peut jamais gouverner seul. Parce que même au niveau du Parlement, il n'y a aucun parti politique aujourd'hui qui peut revendiquer une majorité au niveau du Parlement. C'est que pour avoir une majorité, il faut toujours s'unir avec les autres. Parce qu'il faut jouer avec les équilibres. Il faut jouer avec les équilibres. Oui. C'est pourquoi moi je ne trouve pas assez qu'on puisse trouver une esquisse au président de la République d'avoir raté ces 2 premières années parce qu'il était en coalition avec le FCC. Pas du tout. Évidemment, quand vous entrez en coalition avec un partenaire politique, vous assumez. Vous fixez des objectifs et vous assumez. Évidemment, c'est vrai que la coalition FCC, moi je continue à dire jusqu'à aujourd'hui que la coalition FCC-Cash, c'était bénéfique pour Félix Tshisekedi. Encore? Parce que la coalition FCC-Cash, en fait, c'était... Vous savez, quand le président de la République gagne la présidentielle de 2018, Moïse l'a bien souligné, il se retrouve dans une situation où il ne sait pas gouverner avec la majorité qui est au Parlement. On a crié ici dans la ville, un peu partout, que l'IDPS a trahi son identité en s'alliant au FCC de Joseph Kabila. Or, c'était la condition nécessaire pour qu'ils gèrent ensemble. En fait, la coalition là a échoué parce que c'est juste, il y a des gens qui n'ont pas su gérer leurs émotions. Vous savez, les chefs de l'État chez nous, Moïse l'a encore souligné, tout tourne autour du chef.
Or, la coalition FCC-Cache, déjà c'était... Avec cette coalition, on avait créé des garde-fous pour que les pays fonctionnent normalement. Quoi qu'on dise, non, voilà... On n'est pas un homme très fort. Voilà, on n'est pas un homme très fort, évidemment. Quoi qu'on dise... Qui peut manipuler une majorité à tout moment. Quoi qu'on dise, au moins pendant les 2 ans de Ilunga et Ilunkamba, on ne vivait pas de scandales comme nous le vivons maintenant. Il y a eu la neutralisation des forces. Évidemment, ça justement, vous l'avez même souligné, c'est-à-dire il y avait des garde-fous de part et d'autre, de façon à ce que chacun ne pouvait pas dépasser certaines limites. On se limite là jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, avec le président de la République, qui a sa majorité avec lui, il sait que quel que soit, même si je devais dépasser la ligne rouge, la majorité avec moi va s'aligner. Voilà, évidemment. Même Mbosso va dire Fatih Béton, un chef de corps. Vous savez, Moïse, oui, je voulais juste ajouter. Vous avez une minute parce qu'on va passer. Oui, vous savez aussi dans tout ça, il ne faut pas aussi oublier la diabolisation et l'intoxication, surtout par les biais des réseaux sociaux, un instrument qu'on n'a pas connu il y a quelques années. Donc il y a aussi beaucoup de choses qui sont dites comme ça, qui ne sont pas fondées. Et il y a un problème qui ne rend pas service au président de la République, c'est le déficit de la communication au sein de la présidence de la République et consorts. Parce que quand il y a toutes ces intoxications, quand il y a toutes ces rumeurs, et on n'arrive pas à tordre le cou à tout cela, ça prend du chemin. Ça prend du chemin. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas exactes, mais parce qu'on les laisse, et ça prend encore dans l'opinion. Vous prenez par exemple, je prends un exemple, le procès Kamere par exemple. Un procès politique, cette thèse-là est accréditée, ça prend encore, alors que nous avons vu, parce que nous avons tous suivi ces procès-là, on a vu qu'on a enfreint à la loi sur la passation de marché public. On a touché même à la réserve. Oui, on a touché. Alors, mais malheureusement, les services des communications autour du président, même au sein du gouvernement, même au sein de l'UDPS, n'ont pas été capables de monter une stratégie de communication pour pouvoir expliquer ça aux gens. C'est ça un peu. Mais vous le faites, moi, je vous ai vu au four et au moulin pendant qu'on était encore du côté des Lingwala, démontrer dans cette affaire que ça n'avait rien à voir avec la politique et que... Oui, mais c'est comme on dit dans ma langue, quand il y a un bracelet autour du bras, au bras, ça ne fait pas du bruit. Il faut en avoir 2 ou 3 ou 4 pour que ça fasse du bruit. Alors, c'est ça tout le problème. Allez, merci beaucoup à vous, mesdames, messieurs. Deuxième et dernier thème de cette émission. C'était Moïse Moussangana sur ce plateau qui vient de boucler ses premiers thèmes. Mais il va d'ailleurs reprendre son micro pour aborder les deuxièmes et les tout derniers. Et Faustin va boucler l'émission avec nous. C'est avant midi. Bienvenue. Vous regardez Kiosque. Jean-Marc Abound partira ou partira pas? Bon, écoutez, je pense qu'il ne faut pas voir les histoires en termes d'hommes, parce que au-delà de ce qui vient de se passer, c'est pas anodin ce qui vient de se passer avec vous avez vu ça venir, hein? Oui, vous avez vu ça venir. C'est pas anodin. D'ailleurs, mais quand même, il faut essayer d'ausculter pour en saisir les tenants et les aboutissants, ça c'est un fait, mais au-delà de ça, ça rentre dans l'ordre normal des choses. Donc la boue avec la garde présidentielle, c'est la boue d'eau. Oui, qui a fait déborder le Il y avait un mal profond. Il faut dire que ça entre dans le cadre normal des choses où, par exemple, nos musiciens se sont séparés depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, mais cela n'a pas empêché que la rumba congolaise fasse partie du patrimoine de l'UNESCO. Donc il y a un fond. Ah, Moïse, là, vous trouvez une parade, c'est vraiment des excuses. C'est le fond. L'aspiration à la démocratie, à l'état des droits. Tant que le flambeau brillera pour ça, je crois qu'il y aura toujours des gens pour suivre le vrai chemin. Bon, mais je voudrais dire qu'il faut se poser, avant de développer, il faut se poser des questions qui sont fondamentales dans cette histoire. C'est un peu anodin. D'abord les incidents. Les incidents qui ont débordé jusqu'à ce que nous regrettons, ça il faut le dire. Il y a le policier qui interpelle un élément de la GR qui vient en contresens. On le fait subir de voies de fait, c'est-à-dire que Kabound est au courant. Pourquoi
A-t-il fait ça? Est-ce que ça entre dans le cadre de ses attributions? Est-ce qu'à cette action, s'attendait-il à une réaction? Et quelle serait la réaction? Et quand on sait comment les policiers, les militaires vivent dans notre pays, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un corps d'élite de l'armée se voit ridiculisé par les policiers. Donc c'est un défi. Pas seulement à la garde, il fallait laver la front, mais au commandant suprême de cette garde-là. Bon, imaginez-vous un moment où s'il n'y avait pas réaction, que je n'apprécie pas du tout, s'il n'y avait pas cette réaction, qu'est-ce que ça serait? Ça voudrait dire que Jean-Marc prend même de l'ascendant sur le chef de l'État. Parce que là, on n'a pas touché à la garde, on a touché même au président. Oui. Parce que c'est lui qui en est le chef. Donc il prenait de l'ascendant. Et cette situation de Jean-Marc, moi j'explique que c'est peut-être une occasion qu'il a peut-être saisie. Bon, peut-être qu'il avait déjà programmé quelque chose, mais qui n'avait pas peut-être bien mûri. Parce que dans cette histoire-là, le fait qu'il démissionne dans cette précipitation, ça voudrait dire quoi? Parce que ça voudrait dire qu'au sein de l'UDPS, il a voulu aussi jauger sa popularité au sein de l'UDPS. Est-ce qu'il a les vraies manettes, c'est lui qui détient les vraies manettes de commandement à l'UDPS, ou c'est le président de la République? Tant qu'il a nommé par-ci, partout dans la République, ces gens dans les fédérations et consorts, imaginez-vous si il y avait eu une grande meute de gens dans la rue pour soutenir Jean-Marc Kabound et consorts, il ne partait pas. Ça serait un désaveu pour le président de la République. Mais au sein du parti. Oui, donc non, Kabound se positionnait en tant que leader naturel de ce parti politique. Donc voilà l'enjeu peut-être là. Qu'est-ce qui a joué jusque-là, on n'est pas encore à la fin, à votre avis, qu'est-ce qui a joué en faveur du président de la République? C'est le fait d'être le président ou c'est le fait de porter le nom Tshisekedi Non. Je crois que c'est la même, quand vous prenez l'affaire Kabound, même si ce n'est pas la même chose avec Vital Kamerhe, j'emprunte ça, cette pensée au professeur Mayindo, je crois, il est politologue à l'université Kisangani, qui, parlant de Kamerhe, a parlé des manques d'intelligence stratégique sur fond de syndrome de dauphin. Donc pratiquement c'est la même chose, parce qu'il faut analyser les armes que vous avez pour pouvoir tenir par rapport au président de la République, qui a beaucoup de leviers. Il a les pouvoirs réels. Il a un mot à dire sur l'armée, sur la police, sur les services de sécurité. Il a pas seulement, comme sur l'IGF aussi, oui, comme dit le professeur sénégalais El Hadj, il n'a pas seulement le pouvoir politique, il a aussi le pouvoir économique, parce qu'il détient des prébendes économiques qu'il peut distribuer. Voilà ce que. Alors il faut, avant d'agir, prendre en considération tous ces éléments, voir est-ce qu'on peut résister. Alors je vais revenir. Alors si on n'a pas pris en compte tous ces éléments-là, donc un plan peut dérailler. Donc je pense que c'est dans les cas de figure que nous nous trouvons. Vous aurez une dernière intervention en 2 minutes, hein, parce que vous allez nous analyser. Est-ce que Kabound est aujourd'hui prêt à pouvoir assumer et faire l'opposition? Est-ce qu'il ne va-t-il pas subir ce que Katumbi a subi sous Kabila, ce que Vital a subi sous Kabila? Est-ce qu'il est prêt aujourd'hui à affronter Tshisekedi dans l'opposition? Alors, Faustin, c'est vraiment à la limite un désaveu des élus vis-à-vis de Kabound, parce que chacun d'entre ces députés partait pour une visite de réconfort, on ne savait pas si c'était une visite de soutien, mais quand même, Kabound hier, il était à une réunion avec les députés de l'Union Sacrée. Pendant qu'il était en réunion, il parlait avec les députés. Il y a des présidents de groupes parlementaires, membres de l'Union Sacrée, qui ont fait une déclaration à la limite, un désaveu de Kabound. Donc, ce qui n'attend Kabound aujourd'hui, c'est de pousser sa logique jusqu'au bout en allant démissionner comme premier vice-président à l'Assemblée. Bon, merci Serge d'abord pour... Je ne sais pas si tu as posé une question, tu as posé le problème. Mais moi, je voudrais prendre cette question-là par l'autre bout. Évidemment, on doit se poser d'abord une question. Est-ce que la situation dans laquelle se trouve Kabound, est-ce juste du chantage ou on est déjà dans un cas de bras de fer? C'est ça le problème. Évidemment,
jusque-là, aujourd'hui, au moins jusqu'au moment où nous parlons ici sur ce plateau, on ne sait pas si Kabounda a encore démissionné. Parce qu'il n'y a aucun document officiel qui atteste. Il annonce. Il a annoncé, jusque-là, nous débattons sur base d'un tweet. Oui. D'un tweet qui a totalement... On a dit que Donald Trump a géré les États-Unis avec des tweets aussi. Donald Trump a géré avec des tweets, bien sûr. Il faisait l'annonce par... Les matérialiser. Il faisait l'annonce par les tweets et puis il matérialisait par des actes administratifs. Moi, je voudrais Serge, qu'on analyse un peu le cas Kabound froidement. Je vous ramène une année avant. Une année avant, nous sommes au mois de novembre, la majorité FCC qui est au Parlement décide de faire tomber Kabound. Vous vous rappelez, je suppose. Oui. Kabound est défenestré de son poste de premier vice-président à l'Assemblée nationale. Jean-Jacques Mamba est traîné dans la justice, dans l'affaire. Voilà. Et toute la déroute du FCC a commencé par là. Vous vous rappelez, je suppose. L'IDPS n'avait pas bien digéré ses départs. L'IDPS n'avait pas... Et même l'IDPS avait même choisi un remplaçant. Jean-Marc Kabound à ce poste de premier vice-président. Mais il n'y a jamais eu élection. Mais Kabound avait étouffé cette initiative jusqu'à travailler les députés dans le corps pour évidemment faire basculer la majorité à l'Assemblée nationale. Je me rappelle encore, quand je vous ramène une année avant, il y a une année au mois de janvier 2021, le prof Émile Bongeli, que je salue, un sociologue politique, avait écrit une tribune. Oui. Avait écrit une tribune où il rappelait que le FCC avait commis une grave erreur de détacher Kabound du bureau de l'Assemblée nationale et en les renvoyer dans la rue. Il s'attaquait aux jeunes juristes. Qu'apparemment, il savait maîtriser. Je crois, même au niveau de CoNews, on a même levé l'option de reprendre cette tribune du professeur Bongeli dans notre édition de demain. Je vous lis juste un passage de la tribune du professeur Bongeli. Quand il parlait des erreurs commises par la FCC. Le professeur Bongeli dit ceci. Tout a commencé avec la déchéance non réfléchie du premier vice-président du bureau de l'Assemblée nationale. Là, il parle de la c'est-à-dire du renversement des rapports de force qu'il y a eu à l'Assemblée nationale. À la suite d'un incident qu'on aurait dû minimiser si on y mettait un peu de sagesse. En effet, il était plus stratégique de garder les personnages au perchoir d'où on pouvait les contrôler. Mais dans une euphorie insensée, on a préféré sa défenestration de la manière que l'on sait, les jetant ainsi dans la rue dont il a une maîtrise avérée et inégalée de mobilisation. L'IDPS aujourd'hui se trouve dans la même situation. Vous savez, au niveau de l'IDPS, entre les chefs de l'État et Kabound, en fait, personne n'est ici de l'autre. Ce sont tous des produits de l'IDPS. Ils ont été créés par l'IDPS. Contrairement à ce qu'on a eu avec les FCC, où Kabila avait créé des gens. Oui. Mais Tshisekedi et Kabound, ils sont sortis du même moule de l'IDPS. C'est-à-dire aujourd'hui, le président de la République ne peut pas dire que non, si Kabound sait qu'il est au niveau du parti, c'est grâce à moi, non. Kabound et Tshisekedi au niveau du parti, ils sont presque au même pied d'égalité. Mais Kabound a un avantage. Et finalement, je ne fais pas l'apologie de l'homme. Kabound a un avantage, c'est que il a la possibilité de gérer cette masse frustrée de l'IDPS. Parce que vous savez aujourd'hui qu'au niveau de l'IDPS, il y a une cassure. Il y a une cassure entre l'élite qui gère, qui se retrouve dans les institutions, et les combattants, c'est-à-dire la base. L'élite dont fait partie Kabound, justement. L'élite dont fait partie Kabound. Mais Kabound a un avantage, c'est que il peut profiter de cette fracture. Comme les Kinois disent, il peut profiter de cette fracture. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de l'IDPS, il y a tellement de frustrés qui n'attendent que quelqu'un pour leur redonner encore de l'espoir. On leur a promis des choses pendant 37 ans, mais quand ils ont eu le pouvoir, ils ont senti que non, ils ne se retrouvent pas. C'est pourquoi je dis, chez nous, il ne faut pas que, quand vous analysez des faits sociaux, des faits politiques, il faut toujours les intégrer dans un ensemble. On dit ils sont totaux et globaux. Globaux, voilà. Il faut toujours les intégrer dans un ensemble. Je vous ai rappelé ce qui s'est passé il y a une année. L'FCC a perdu sa majorité à cause d'un fait tout à fait anodin. Alors, dernière question à vous tous. Mais justement, je vais citer par là. Aujourd'hui encore, on est en train, l'IDPS est en train de basculer à cause d'un fait tout aussi anodin. On est parti d'un simple... c'est pourquoi j'ai posé la question à Boris. Est-ce que le vrai problème était ces simples accrochages? Un simple accrochage, non, imaginez-vous un scénario du genre, cher Faustin, cher Aîné, confrère, que la garde républicaine qui a fait cette descente la nuit arrive et quand elle était là, qu'elle trouve
Jean-Marc Kaboun sur place. Ça aurait encore pris notre tournure. Parce qu'aujourd'hui... Alors, est-ce qu'on peut négocier avec sa propre mort? Parce qu'aujourd'hui... Non, répondez à ma question. Pardon? Dites-vous que Kaboun était là. Mais si Kaboun était là, heureusement, grâce à Dieu, au moins il n'était pas là. Mais c'est-à-dire Kaboun a tiré les leçons et il a imaginé un peu le scénario, c'est-à-dire on a envoyé des gens venir m'abattre ou venir me tabasser. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le message. C'est ça le grand problème aujourd'hui. Parce que tel que les choses se passent aujourd'hui, au moins par rapport à l'évolution de ces dossiers, c'est pourquoi j'ai posé des problèmes. Il y a soit Kaboun a fait juste du chantage, dans auquel cas il devra reculer, soit Kaboun a engagé un bras de fer avec le chef de l'État, auquel cas il serait totalement perdant. Parce que le chef de l'État a l'impérium. Mais Moïse, on ne peut pas engager un bras de fer avec quelqu'un qui a l'impérium. Ah non, malheureusement. Hein. Voilà. Ah. Sinon, il accepte de subir ce que Vital a subi. Il accepte. Parce qu'évidemment, dans sa situation aujourd'hui, là, il se retrouve dans un chemin dans un point de non-retour. Justement, vous avez... Et avec les désaveux des présidents des groupes parlementaires, je vois très mal si Kaboun disait que non, je renonce à ma démission. Certainement, il y a une motion de déchéance qui l'attend à l'Assemblée nationale. Il a coupé, ça ne sert plus à rien de vous poser la question. C'était en fait ça. Il coupe l'herbe sous mes pieds. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, qu'il aille ou bien qu'il recule. Quelles sont les conséquences de continuer ou quelles sont les conséquences de reculer? Est-ce que la logique sera séquentielle? Il démissionne comme premier vice-président, il reste député, il a besoin des immunités pour se protéger, ou bien après il démissionne comme président de l'UDPS, mais il reste même militant simple parce que ou attendre qu'il soit poussé à la démission. Je voudrais dire ceci pour essayer un peu de contredire quelque peu ce que... Rapidement, on a pris des donc, admettons qu'il y ait une partie des combattants qui suivent Kaboun. Ils vont le suivre jusqu'où? Parce que ceux qui ont suivi par exemple Tchibala, c'était pour l'accompagner à la primature et pour avoir des positions de pouvoir et consort. Ils vont porter Kaboun pour l'amener où? Parce qu'ils sont au pouvoir, c'est ça tous les problèmes. Ils vont l'amener où? Hein? Ils vont l'amener où? Donc, le président étant à l'impérium, si il veut étouffer Kaboun, il pourra l'étouffer. C'est l'avantage du président. Je ne pense pas que ça soit dans... Mais il faut aussi dire que les combattants de l'UDPS, ce ne sont pas des gens... Ce sont des gens un peu bizarres. Vous savez que même avant les élections, Tshisekedi a été interdit d'accès à la permanence. Tshisekedi, le président actuel, a été interdit. Mais je voudrais terminer par ceci. Ce que j'ai dit, ce n'est pas une anecdote, mais c'est quelque chose que j'ai vécu pendant que j'étais très jeune journaliste, accrédité auprès du président Frédéric Kibasa. À un moment donné, ce qu'on a connu, ce qu'on connaît entre Tshisekedi et Kaboun, c'est ce qu'on a connu entre Tshisekedi père et Kibasa. Ah, ok. Ça, je vous l'ai dit. Ah bon? Parce que moi, je me rappelle bien. Moi, j'ai dit au président Kibasa à l'époque, en tant que jeune journaliste, j'ai dit, président, les gens veulent vous perdre en vous séparant de Tshisekedi. Les gens qui disent que vous vous servez de marche-pied à Tshisekedi, ils sont en train de vous tromper. Quand vous vous serez séparés de Tshisekedi, ils vont vous lâcher. Merci. Et je crois que c'est ce qui a été... On a vécu ça dans le pays. Donc, aujourd'hui, Kaboun doit savoir gérer, peut-être, comment il peut gérer la position de meilleur second. Hein, sur fond de dauphins, de dauphines. Mais il a déjà perdu de plumes. Mais il a perdu de plumes. C'est-à-dire qu'il est aujourd'hui sur le point de non-retour. Parce que même s'il ne démissionne pas, il a déjà perdu de plumes et il sera d'ailleurs un tigre en papier, que ce soit à l'UDPS ou au Parlement. Très bien. Merci beaucoup à vous d'avoir été de nôtres. Merci à Moïse pour ces belles analyses. À Faustin Koudiassiela, généralement, j'aime bien mettre ces deux poids lourds. J'aime bien avoir Moïse, j'aime bien avoir... Faustin, un peu Diana aussi. Il y a aussi des jeunes qui montent, pour qui on a beaucoup de respect, les Diana Fils, les Bélédou. Excusez-moi, je ne vais pas citer le nom de tout le monde. Merci à toute l'équipe technique, sous la coordination de Romain Makonda, réalisation de Doudou Montiri. Les caméras étaient l'œuvre de Karine et Bébé, mais aussi, si vous avez aimé les belles images, les maestros, Moro Njambé, donc qui sait manipuler les 4 états. Bonjour Moro. On va calmer. Quelle cotation? 9 sur 10. Oui, bon, ça là, ça là, allez, madame, messieurs, envoyez vos enfants à l'école du journalisme. Ils feront peut-être mieux ce métier plus que nous. Au revoir et à demain. 9h30. Au revoir.